Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shanibiro. Halud Mauni. Shanibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure donc du forum de la presse car nous sommes vendredi 11 septembre 2015. Bienvenue donc à cette émission, une émission partagée en trois volets donc, ANEFIS et le retrait de la plateforme. Première partie donc, terrorisme. Nous allons parler également de la sécurité sur le plan national et nous finirons par la santé avec ce cas de polio déclaré donc en Guinée mais traité au Mali. Le Mali donc qui est en état d'alerte suite donc à ce cas de polio contracté donc par un bébé de 19 mois. Nous sommes avec trois invités, Togola Wasimega de Kunafoni.com, David Dambélé de Dépêche du Mali et Maman Sissé du groupe Renouveau. Alors merci à vous messieurs, merci madame pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Djouara est à la technique. Studio Tamani. La plateforme des groupes armés du Mali a donc commencé le week-end du 5 au 6 septembre et a poursuivi cette semaine son retrait d'ANEFIS, retrait timide selon les observateurs. Ce retrait répond donc à une demande insistante du gouvernement et de la communauté internationale. Alors le seul blocage de la mise en œuvre de l'accord étant ANEFIS, quelle sera la prochaine étape si ce problème est résolu, Awa? Alors déjà, je voudrais juste commencer par le cas d'ANEFIS où on demande, c'est facile de dire aux gens de partir, mais quelles sont les conditions de leur départ? Il leur faut des garanties avant qu'ils ne partent. Le président Ibeka, dans son discours, il avait dit qu'il demande aux Gatia de libérer ANEFIS sans délai et cela sera. J'estime que c'est une déclaration c'était trop fort. Et personnellement, ce n'était pas la manière de le dire. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à la CEMA plutôt de libérer Kidal sans délai? Il faut leur donner des garanties tenant compte des réalités du terrain. Et si l'on ne fait attention avec les éléments du Gatia, nous risquerons d'avoir de sérieux problèmes plus que nous n'en avons actuellement. Parce que là, ils sont très bien organisés, bien formés militairement, de mon point de vue, et assez bien équipés. Et bien plus que la CEMA d'ailleurs et la même malienne, sans trop vouloir parler. Donc la meilleure des choses à faire pour moi serait de les intégrer dans l'armée malienne. Ce sera un plus pour le pays. D'accord. Voilà. Alors ça c'était le point de vue d'Awa Simega, donc Madame Togola Wasimega de Kunafoni.com. Alors Maman Sissé, sur cette question d'ANEFIS, une fois le problème d'ANEFIS réglé, est-ce que vous pensez à une prochaine étape? Moi je pense qu'ANEFIS ne devrait même pas avoir lié. Sauf qu'on a compris que les acteurs, que ce soit les Gacha ou la SEMA, ne sont pas partisans de la paix. Du moment où le Gacha défend l'intégrité territoriale du Mali, les Gacha a le devoir d'écouter les autorités maliennes. Parce que s'il y a une force qui devait être en ANEFIS, c'est l'armée malienne. Donc moi je pense que c'est un événement de trop. Il ne devait pas avoir lieu. Voilà. D'accord. Alors, David de Dépêche du Mali, David, votre avis sur cette question d'ANEFIS? Bon, la question d'ANEFIS, j'abonde dans le même sens que mes confrères. Je pense que c'est un faux débat en fait. La posture actuelle de Gastia, normalement, jette la balle dans le camp des autorités maliennes. Il faut que les autorités maliennes prennent leurs responsabilités. Bon, on a assisté à un départ partiel. Je pense que ce groupe attend toujours que l'État malien prenne ses responsabilités, encore que c'est des positions qui appartenaient à l'armée malienne. C'est la fameuse visite de Moussa Mara qui a permis à ces groupes armés de reprendre ces positions-là. Et donc, je pense que c'est un faux débat et c'est au gouvernement malien de prendre sa responsabilité. On sait que la situation n'est pas... Quand elle est ainsi, elle n'est pas toujours facile, mais face à un gouvernement qui avait promis quand même monts et merveilles par rapport à ces dossiers du Nord, je pense qu'il faut que ce gouvernement prenne toutes ses responsabilités. Encore une fois, les déclarations du président de la République sont purement irresponsables, à mon avis.
D'accord. Alors, cette question d'Anefis a certainement créé beaucoup de débats. Est-ce que cette situation a-t-elle créé un malaise au sein donc de la plateforme AWA? Si on se réfère à la visite des responsables de la plateforme aux combattants sur place qui n'étaient pas trop d'accord pour se retirer d'Anefis. Oui, ça a certainement créé un malaise parce que quand on écoute le discours d'Ibeka, c'est comme si, bon, voilà, le Gatia, il est au service de l'État, il est au service du gouvernement, donc quand on commande, vous partez. Donc Ibeka, à travers son discours, je pense, a montré clairement que le Gatia est pour le gouvernement du Mali. Or, cela n'aurait pas dû se faire. Et le Gatia, en restant, a voulu montrer qu'ils ne sont pas à la solde de l'État. Voilà, donc je crois... Alors, est-ce un malaise aujourd'hui au sein de la plateforme Aman? C'est un malaise depuis un moment. Moi, je me rappelle, il y a 2 semaines, j'ai interviewé un responsable de la plateforme qui a été clair, le responsable, un porte-parole de Gandaizo qui fait partie. Et Gandaizo, qui est vraiment l'élément déclencheur au niveau de la plateforme, dit carrément qu'il ne se mêle pas de la situation qui se passe à Anefis. Et un malaise au sein de la plateforme, à mon avis, il n'y a jamais eu de cohésion au sein de la plateforme. Il y a seulement quelques individus, notamment les Arabes qui avaient le monopole, parce que c'est eux qui avaient l'argent, c'est eux qui avaient les moyens d'entretenir les troupes, c'est eux qui étaient le plus visibles. Et on a vu aussi cette histoire de drogue qui circule, qui est confirmée aujourd'hui par la communauté internationale, et que Ibé quand même a pu comprendre quand il est arrivé à Niamey, parce que le voyage de Niamey, ça a été un déclic, les gens ne le disent pas, c'est que Ibeka a compris les vrais enjeux autour d'Anefis. Donc si aujourd'hui, on me dit qu'il y a un malaise au sein de la plateforme, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a un malaise avant Anefis. Et peut-être c'est le malaise qu'il y avait autour de la composition du comité de suivi où Maître Harouna est parvenu à écarter certains de ses amis. Et on a vu les Arabes qui ont monté en puissance. On a vu aussi les gens d'Igacha. Moi, je pense que le malaise existe avant. C'est-à-dire les Gacha aujourd'hui, quand on dit les Gacha, c'est, on appelle la définition, le groupe Touareg, c'est pas vrai. C'est pas le Gacha le Gacha à dominance Touareg qui combat à Nefis. C'est le Gacha Ema, notamment des éléments du Moujao, des anciens du Moujao. Il y a des gens d'Itilemsi. Ça, c'est des Arabes, c'est pas les Gacha qu'on nous fait croire. Et par rapport à ce qu'Ao avait dit au départ, j'ai oublié de le rappeler. Le Gacha ne cherche même pas à être dans l'armée malienne. Le Gacha est en partie dans l'armée malienne parce qu'une bonne partie des éléments du Gacha étaient, avant les affrontements d'Anefis, étaient presque régulés au sein de l'armée. Donc aujourd'hui, c'est juste qu'ils combattent pour un peu réinsérer les autres, notamment les Arabes. D'accord. Alors, nous parlons toujours de ce malaise au sein de la plateforme. David, votre avis? D'accord. Par rapport à l'actualité quand même sur laquelle nous débattons, par rapport à Anefis, je pense que le malaise est là. C'est vrai, le Gatia n'est pas suivi. Et quelque part, la plateforme souhaitait l'accompagnement du gouvernement malien. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas toujours compté 100% sur les autorités maliennes, mais je pense que la plateforme est un peu déçue par rapport à la façon dont les autorités traitent ce dossier-là. Parce que eux, aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment une posture nationaliste qu'ils sont en train d'afficher et donc ils méritent d'être accompagnés. Et voilà. Alors, nous parlons également de sécurité. Un convoi logistique de la MINUSMA a été la cible d'attaque sur l'axe Menaka en Songo, toujours cette semaine. Awa, comment évaluer aujourd'hui la sécurité dans ces 3 régions du Nord? Alors, on a sérieusement un problème de sécurité, au niveau que ce soit au niveau de Tombouctou, de Gao, de Kidal et même de Mopti. Et je crois actuellement la MINUSMA a un mandat d'agir, de répondre, de répliquer. Et j'espère que ce mandat va leur permettre de mieux stabiliser la situation, de mieux canaliser un peu les choses parce qu'ils
il y a eu d'énormes pertes au sein de Ils ont de intérêt l'aménagement. selon vous? Ils ont intérêt, selon moi. Alors, la situation sécuritaire, Maman? Moi, je pense que l'aménagement ne peut que s'en prendre à elle-même. Euh, Cette situation est presque favorisée par la légèreté à laquelle l'aménagement intervient sur le terrain. Et il y a de l'espace pour les forces nuisibles, il y a de l'espace pour tous ceux qui veulent entraver la paix, donc il faut s'attendre à d'autres. Je pense que c'est l'aménagement de, comme l'a dit Awa, de montrer ses muscles et de montrer qu'elle n'est pas venue uniquement un recruter et spectateur. payer des gens les salaires exorbitants. D'accord. Alors, la situation sécuritaire, David? Oh, la situation sécuritaire, elle va à volo. Je pense que elle est décevante de jour en jour, malgré le dispositif impressionnant qu'on nous égrène à longueur de journée. Je pense que on n'avance pas, un pas en avant, deux en arrière. Et l'aménagement est interpellé. Elle a interpellé les forces étrangères. Je pense que la France, bon, elle a commencé à se retirer. Je pense qu'elle a une responsabilité à jouer, vu que c'est elle qui était à la base, le déclic. Donc toutes les forces qui sont présentes sur le terrain sont interpellées vivement. Et quand je vois que dans ce contexte trouble, on veut encore organiser des élections, des élections communales, je me demande où est-ce qu'on va, avec un ministre qui, on ne sait pas qu'est-ce qui le fait courir. Donc on tend inexorablement vers un autre report, vu que ces conditions sécuritaires sont regrettables. D'accord. Alors, justement, sur cette question, Je voulais réagir. mais partons en pause quelques secondes et nous reviendrons pour la suite. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Notre page Facebook et notre compte Twitter sont là pour vous si vous souhaitez réagir à cette émission. Alors, le Forum de la presse discute de 3 thèmes aujourd'hui. En effet, c'est la situation sécuritaire et le seul cas de polio révélé ici au Mali, contracté par un bébé de 19 mois, mais ce sera dans la dernière partie. Alors, nous parlons de la situation sécuritaire et également cette question des élections communales et régionales. Awa voulait en dire 2 mots. Allez-y. Oui, je voulais juste contredire un peu David, avec lequel je ne suis pas d'accord. J'estime personnellement qu'il faut organiser les élections malgré tout, parce que pour moi, elles constituent le socle vers une solution de sortie de crise. Parce qu'il faut comprendre que les élections ne sont pas nationales. Ce sont des élections locales, des circonscriptions, des maires qui sont là, qui gèrent des communes. Chaque maire gère sa commune en fait. Et d'ailleurs, quelque part, c'est un point de satisfaction pour la rébellion qui est dans une logique de division. Avec cette question de la régionalisation. Absolument. Donc là, je pense que on ne parle plus d'Azawa. Quand on parle de régionalisation, ils veulent qu'on leur donne un territoire. Mais s'ils vont aux élections, s'ils ont un maire, s'ils ont leur représentant qui est là, s'ils veulent développer leur commune, c'est tellement simple. Donc voilà. Vous pensez que les conditions sont réunies pour pouvoir faire ces élections? Les conditions doivent être réunies. Les conditions, on doit se créer les conditions. Et il faut justement que la communauté internationale s'implique et fasse tout pour que ces élections-là se tiennent dans toutes les régions du Nord. D'accord. Tout l'ensemble du Mali, en fait. Ok. Alors, voilà. Maman n'a pas réagi sur cette question des élections. Moi, je pense que tout le monde s'accorde à dire que les élections doivent être reportées aujourd'hui, vu les conditions difficiles d'insécurité que nous avons évoquées tout de suite. Et le fait qu'aujourd'hui, au sein même de la majorité présidentielle, au sein même des acteurs politiques, il y a une tendance qui voudrait aujourd'hui qu'il y ait un report pour un peu calmer. Ça, et la position du ministre, David n'était pas satisfait du point de la position du ministre. Le ministre, je pense qu'il
il exprime la position du gouvernement d'un décret qui a été pris en Conseil des ministres. Et je ne pense pas que le ministre de l'administration territoriale, lui seul, est habilité à insister. Moi, je pense d'abord c'est les acteurs. Il faut que on a compris que tout le monde veut le riposte, sauf le RPM. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça donne à réfléchir. David. Oui, parce que justement, par rapport à cette question épineuse, très épineuse des élections, il y a 3 points sur lesquels je voudrais peut-être attirer l'attention des Awa. Parce qu'il y a 3 problèmes. Et le premier, c'est quoi? La situation sécuritaire que nous décrions tous. Ouais, les conditions ne sont pas réunies. Et ces mouvements du Nord, ils ont affiché leur refus de voir ces élections se tenir au Nord. Et ils ont adressé une correspondance au gouvernement par rapport à ça. Et c'est une sorte de mise en garde. Donc, je me demande comment ça peut tourner. Justement, oui, tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Ils ne peuvent pas vouloir qu'ils veulent la paix et poser des actes va en guerre. David. Donc, deuxièmement, il y a la question des réfugiés, des déplacés. Ouais, ça, c'est un autre problème. Ce cas des réfugiés existait lors de la présidentielle, ça existait lors des législatives. Oui. Aujourd'hui également, lors des municipales, on en parle. Oui, mais est-ce que finalement ces réfugiés veulent rentrer? Bon, je pense que leur situation mérite d'être regardée de près parce que le contexte des élections présidentielles, est-ce que les élections ont pu se tenir à Kidal, par exemple? C'est ça. Donc, il y a des députés de Kidal. Oui, je parle des présidentielles, par exemple. Bon, deuxièmement, les candidats ont fait un tour à Kidal. Bon. Alors, parlons maintenant du banditisme résiduel. Aujourd'hui, est-ce que le Mali a les moyens de sécuriser les foires, vu que c'est des espaces, c'est l'unique occasion pour certaines populations de pouvoir se réunir et faire les marchés hebdomadaires. Est-ce que le pays a le pouvoir de pouvoir sécuriser ces foires? Famoussa, je dirais qu'aucun pays sur Terre n'a le pouvoir de sécuriser à 100% une population, un regroupement, un rassemblement, partout dans le monde, même dans les grands États, les grandes nations, les États-Unis, la Russie, la France, partout il y a des problèmes de sécurité. Donc, mais je pense néanmoins qu'on peut essayer de canaliser. C'est très difficile, c'est très 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 difficile parce que les bandits ils ont plusieurs stratégies, ils ont de multiples stratégies, ils ont plusieurs manières de défier un peu le cordon sécuritaire qui est là. Mais je pense qu'il faut redoubler d'efforts en fait. Il faut mettre le boucher double pour pouvoir un peu minimiser les risques. D'accord. Voilà. Alors, Maman, sur cette question. Moi, je pense que la décision de sécuriser, ça appartient d'abord à l'État et les collectivités. Aujourd'hui, quand on va dans le commissariat et autres, c'est pitoyable. On voit des agents qui sont dans des conditions dérisoires, des commissariats qui n'ont même pas le moyen de faire des patrouilles. Il y a tellement de choses à revoir. Et en dehors de ça, il faut le dire, les forces de sécurité maliennes ne sont pas formées pour gérer certaines menaces, notamment ce que vous avez dit. C'est-à-dire, au départ, c'était des gens qui ont été formés à des métiers de gardiens de paix. Aujourd'hui, quand on voit la nouvelle donne, ce qui s'est passé par exemple à Sogoniko ailleurs, on se dit que les gendarmes et policiers méritent d'être encore formés. D'accord. Alors, nous allons donc parler de ce démantèlement. Les forces spéciales maliennes ont démantelé un réseau djihadiste. 5 d'entre eux ont été arrêtés, dont 3 soupçonnés d'attaques récentes dans le district de Bamako, en faisant référence donc à cette question de la gare de Sogoninko et de menaces de mort contre des journalistes travaillant pour des médias étrangers. Alors, David, ce démantèlement de réseau. Je pense que c'est un travail qui avait été initié et qui va se poursuivre. Et je pense que ça nécessite une fois encore la collaboration de tout le monde. Ce n'est pas que les forces de sécurité qui sont interpellées. Je pense que le rôle des populations qui suivent de visu les mouvements de ces présumés, de ces malfaiteurs,
la population devrait justement collaborer davantage. Je pense que c'est une vigilance qu'on demande à tous les niveaux. C'est un grand pas. Je pense que c'est un coup qui peut être dissuasif pour d'autres. Mais je pense que la dynamique devrait se maintenir et tout le monde est appelé à jouer pleinement son rôle. D'accord. Alors, Awa, démantèlement. Oui, David a complètement raison parce qu'il faut que la population s'implique pour aider un peu les forces armées de sécurité à sécuriser un peu le pays. Parce que les bandits, en fait, ils profitent de la situation dans laquelle vit le pays pour pouvoir poser des actes et après qu'on dise que c'est des actes terroristes, des attentats terroristes, alors que ce sont des petits bandits de rue. Donc il faut essayer de développer des stratégies. Il faut que l'État essaie de développer des stratégies vraiment efficaces pour pouvoir lutter efficacement contre ces petits dérapages. Alors, ils sont fortement soupçonnés d'appartenir à un front de libération du Massina. Le nouveau djihadisme donc serait à l'origine de plusieurs attaques commises contre les forces de sécurité, notamment à Bamako. Pour les spécialistes du terrorisme au Sahel, il s'agit d'un coup dur pour le front de libération du Massina. Alors, quelle est la véritable force de frappe du front du Massina? Les agents, l'État peut nous aider à comprendre ça parce que jusqu'à présent, Amadou Koufa est connu pour être un prêcheur radical, mais jusqu'ici, on n'a même pas un visage normal, une photo. Dites-nous qu'on nous fasse le portrait robot d'Amadoun. La doctrine que ses disciples, dans certains endroits où on ne veut pas aller, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi je ne me satisfais pas du fait qu'on prend 3 personnes ou des armes par-ci. Il faut aller plus loin. Alors, la semaine dernière, on parlait donc de l'extradition de terroristes arrêtés en Côte d'Ivoire. Cette année, c'est le démantèlement de ce réseau aujourd'hui. Où est-ce que cela va s'arrêter, David? Bon, le démantèlement, il peut aller loin dans la mesure où je pense que Awa l'a dit, il y a un travail régalien qui incombe à nos services de sécurité. Je pense que l'ossature, la configuration actuelle quand même du département de la sécurité intérieure laisse à désirer. Mon confrère Maman a parlé des conditions misérables dans lesquelles évoluent ces forces-là. Il faut qu'elles soient soutenues sur le plan logistique pour qu'on puisse atteindre les résultats escomptés. Je pense que le grand jeu se joue à ce niveau-là. Donc, ça détermine un peu tout ce qui peut arriver comme prouesse à verser dans le compte des forces de sécurité. Donc, je pense que ça peut aller loin si ces forces sont dotées de conditions de travail suffisantes pour évoluer. D'accord. Alors aujourd'hui, on voit plus l'implication des forces de sécurité, notamment la sécurité d'État qui intervient au grand jour pour mettre en état de nuire, donc hors d'état de nuire, donc ces terroristes. Aujourd'hui, que fait donc la police à Awa? Je crois que la police et la gendarmerie. La police et la gendarmerie jouent également leur rôle. C'est vrai que la sécurité d'État mène beaucoup d'actions parce qu'elle est beaucoup plus dynamique par rapport à la gendarmerie, par rapport à la police. Et j'estime que, comme mes deux confrères l'ont dit, la police et la gendarmerie au Mali ici manquent énormément de moyens. De moyens logistiques, ils n'ont pas assez de moyens. Donc ils doivent être vraiment équipés et formés pour mieux mener à bien leurs actions, leur travail. Alors, est-ce que la sécurité d'État, elle seule, peut se substituer aux deux forces, la police et la gendarmerie? Non, moi je reviens sur ma position, c'est que ces actions spectaculaires, et quand on parle de l'ASE, c'est l'ombre, on devait travailler dans l'ombre, on ne doit pas savoir que c'est. Moi, je pense que force devait revenir aux forces que nous connaissons, qui ont la latitude de côtoyer les populations, qui travaillent, qui
je parle de la gendarmerie, je parle de la police, en d'autres termes la garde nationale. Moi je pense que la sécurité d'État c'est un travail de l'ombre qu'elle devait faire. C'est pas ce qu'on voit. Non, moi ça c'est pas ce qui va faire diminuer le terrorisme. Soyons sérieux, c'est-à-dire le terrorisme ça montre également l'incapacité des autres forces. Mais qui crée toutes ces conditions? C'est-à-dire, moi je reviens là-dessus, c'est l'État. L'État doit se sentir plus agressif, si je dis agressif, dans le sens où tout le monde doit avoir peur de lui. Ce n'est pas des actions d'éclat comme arrêter 3, 2, 4, c'est pas comme ça. David. Je pense que, encore une fois, c'est vrai, dans cette action, on a vu que quelque part, avec le vent de publicité qui a orné cette opération-là. On va dire de médiatisation, peut-être. Oui, de médiatisation, je pense que qui ne devrait pas avoir lieu. Je pense que, Cissé l'a dit, les forces, la sécurité d'État n'est pas une force qu'on doit voir au devant. Maintenant, si le jeu ne se joue pas à un niveau, je pense qu'il va de soi qu'elle se substitue. Et pour ce cas, je pense que la sécurité d'État s'est substituée un peu aux forces. C'est vrai qu'elle a certainement plus de moyens, mais encore une fois, il faut que la police et la gendarmerie aient les moyens de travailler. C'est des forces qui dorment, ils ne travaillent pas. Imaginez, j'ai une connaissance qui est inspectrice, elle me dit qu'elles n'ont même pas 7 000 francs de carburant pour les patrouilles. Ça, où est-ce qu'on va? La police nationale, oui, on peut comprendre, mais la gendarmerie aujourd'hui est dotée d'une unité spéciale, le GIGN, qui peut intervenir à tout moment. Et si je ne m'abuse, c'est l'unité qui était à Sévaré pour mettre fin donc à la prise d'otages. Oui, mais cette force, quel est son effectif? C'est ça. Est-ce qu'elle peut couvrir toutes les zones suspectes? C'est ça. Son intervention ne se limite qu'à un rayon, un ressort bien défini. Donc, il va de soi qu'on forme des hommes à cette tâche-là. Et que toutes les forces, que ce soit la police ou la gendarmerie, soient dotées, que l'effectif soit là, que l'effectif soit doté des moyens conséquents pour faire le travail. D'accord. Alors nous allons observer une courte pause et nous nous retrouverons pour la dernière partie. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani, le forum de la presse aujourd'hui parle de 3 sujets. La situation à NFI, ce qui vient donc d'être bouclé avec la situation sécuritaire dans le pays. Cette troisième partie est consacrée donc à la polio. Le Mali est en état d'alerte après la confirmation d'un cas de poliomyélite dérivé d'une souche vaccinale. L'Organisation mondiale de la santé a identifié un bébé de 19 mois soigné donc au Mali dont la paralysie est survenue en Guinée. Plus de 2 millions d'enfants de moins de 5 ans sont concernés par une vaste opération de vaccination. Alors, comment est-ce que cela se fait que ce cas-là se signale maintenant, Awa? Je crois que c'est un manque d'attention de la part du ministère de la Santé. Qui sont à la base normalement, je crois qu'il devrait y avoir des séances, des statistiques en fait, pour revenir un peu, voir un peu qu'est-ce qui se passe, quel est l'état, quelle est la situation de la polio et de toutes les autres maladies endémiques. Et je pense que parce qu'on s'est dit que la polio est éradiquée du Mali, donc il y a eu un laisser-aller quelque part. Malgré les campagnes de l'OMS. Oui, donc je crois que c'est ce laisser-aller qui a entraîné ce cas guinéen qui est arrivé au Mali. Maman. Moi je pense que c'est d'abord le fait qu'on va revenir là-dessus, et tant que nous-mêmes on ne prend pas la mesure
que nous avons des voisins qui sont légers, il faut le dire. Et chaque pays gère sa souveraineté de Peut-être sa pas manière. mieux organisé. Mais oui, peut-être. mais c'est ça, bien organisé. Moi, j'ai dit carrément léger. Et au niveau aussi de la brigade sanitaire, les choses ne se font pas comme elles devraient se faire, comme l'a dit Awa. Au niveau du ministère de la Santé, peut-être on n'a pas joué le rôle qu'on devrait jouer. Et sinon, vu toutes ces campagnes de communication en faveur de la lutte contre la poliomyélite, on se retrouve avec un cas dans des conditions. Et vous voyez le traitement qui en découle, ça ne rassure pas. David. Bon, je crois que décidément la Guinée nous fait beaucoup de mal. Donc je pense que... Peut-être beaucoup de cadeaux. Parce que si tu le dis. Je pense qu'il y a des responsabilités à situer. Effectivement, les confrères l'ont dit. Il y a quelque part des rôles qui n'ont pas été joués dans la chaîne. Encore une fois, on fait porter le chapeau aux responsables sanitaires et c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Je pense que malgré les efforts de communication, de sensibilisation qui ont été faits, celles-ci devraient continuer dans le temps pour ne pas céder à aucune menace comme on le connaît aujourd'hui. Donc je pense que il y a eu faille quelque part et le ministère de la Santé doit porter le chapeau et remédier rapidement. Alors, est-ce que la Guinée avait besoin de ça? La Guinée, au même titre que le Mali, la Guinée qui se relève à peine donc des cas d'Ebola. Awa, est-ce que c'est un nouveau coup dur pour ce pays? Oui, c'est certainement un coup dur parce que Ebola plus poliomyélite, ça fait déjà beaucoup. Donc je crois que je ne voudrais pas aller trop loin, mais j'estime que le gouvernement guinéen doit prendre beaucoup plus de mesures, faire beaucoup plus attention au côté sanitaire. Alors, Maman mettait tout à l'heure en cause le plateau sanitaire de la Guinée. Quel est votre avis par rapport à ça? Vous pensez qu'il y a de la légèreté selon vous? Il y a de la légèreté. Un manque d'infrastructure, non? Certainement manque d'infrastructures, manque de moyens financiers, matériels. Je crois que le gouvernement guinéen devrait beaucoup plus mettre l'accent sur leur ministère de la Santé, parce que la santé c'est tout. C'est tout pour une population. Quand une population est malade, c'est tout le pays qui s'arrête. Donc je crois qu'ils devraient mettre un accent particulier sur ce volet-là. Alors, selon les responsables politiques, donc, quand la Guinée tousse, c'est que le Mali est enrhumé. Maman, aujourd'hui, que dire du plateau sanitaire du Mali? Bon, pour ce qui est du Mali, je crois que ce n'est pas comme la Guinée. Je pense que Ousmane Koné, hier soir, je crois que son discours, son adresse à la nation, il n'a pas le droit à l'adresse à la nation, l'interview qu'il a accordée à l'ORTM, il a essayé de rassurer. Je crois que c'est ce qu'on nous fait depuis un moment, rassurer. Mais en fait, disons que ça ne va pas. Et quand on voit même le travail de terrain, vous partez dans certains CESCOM et dans certains centres de référence, et je vous avoue que ce n'est pas la grande sérénité. Et si vous interrogez les agents, c'est à contre-cœur que souvent on fait ce travail d'administration de la goutte. Alors, David, la vulnérabilité de ces deux États? Je pense que les conséquences peuvent être bien plus graves. Mais je pense que le gouvernement malien, le ministère a toujours fait ce qu'il peut. Loin de moi l'intention de défendre. Voilà, je pense que malgré les conditions qui ne sont pas toujours réunies, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais je pense qu'il faut qu'ils aillent plus loin en matière de prévention, de traitement de tous ces risques-là. Donc je pense que c'est un travail de plus qu'il leur faut. Je ne pense pas que notre dispositif sanitaire soit la plus médiocre, par exemple dans la sous-région. Je pense qu'on a des atouts à améliorer. Alors, quelle doit être la responsabilité donc de l'OMS en termes d'appui aux deux pays?
Alors, je crois que déjà que l'OMS fait beaucoup, fait déjà beaucoup pour appuyer les États africains, particulièrement le Mali, qui vraiment bénéficient énormément de son soutien. Je pense qu'ils doivent continuer dans cette lancée. Maman. Et il faudrait aussi que l'utilisation de ce que peut apporter l'OMS soit rationnelle. Et si généralement c'est ce qui manque dans ce pays, on voit à chaque fois l'OMS dote le pays en moyens logistiques. On voit des véhicules, des motos et tout ce qui peuvent aider à faciliter le déplacement. Mais on voit que l'utilisation en est autre. David, par rapport à cette responsabilité de l'OMS. Oui, elle est grande, elle est à part entière également dans cette situation. Je pense que l'OMS, c'est le plus haut niveau. C'est vrai que les États sont souverains, mais l'OMS a une vue large par rapport à toutes ces fléaux, ces maladies qui peuvent nous gagner d'un moment à un autre. Et donc, c'est à elle de sonner l'alerte permanemment et de maintenir la cadence en matière de prévention et de lutte. Je pense que sa responsabilité est entière et il faut qu'elle s'invite dans ce jeu-là pour endiguer ce fléau-là. Alors, lors du cas d'Ebola dont la Guinée a donc dû faire face, on a vu une mobilisation planétaire, notamment de l'Institut Pasteur de France, également de plusieurs centres de recherche aux États-Unis. Aujourd'hui, est-ce que ces États doivent déjà faire appel à certains de ces partenaires AWA? Oui, ils doivent déjà commencer par s'organiser à l'interne. S'organiser à l'interne et ensuite maintenant faire appel à d'autres États, à d'autres soutiens pour pouvoir mieux canaliser la situation. Alors, l'intervention des partenaires Maman? Ça pourrait être salutaire, mais il faudrait qu'au niveau de nos États aussi, les dispositifs en la matière soient costauds, sinon permanents. C'est ce qui manque. Moi, je pense que nos partenaires font de leur mieux. Je ne défends pas personne, comme dirait David, mais je pense que il faut qu'on soit un peu regardant par rapport à tout ce qu'on nous donne, à tout ce les aides qu'on nous apporte. Et généralement, ce qui fait défaut, partez dans le coin de brousse, vous verrez, tout ce qu'on a investi, c'est pas gagné d'avance. David, les partenaires. Oui, je vais répéter mes confrères. Je pense que l'aide du voisin n'est jamais de trop. Mais c'est aux États de jouer un rôle d'amont, un rôle en amont. Pour mettre les balises, tout. Et maintenant, l'aide du voisin peut venir. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Il faut que les États travaillent, un véritable travail de fond par rapport à ces menaces-là, pour ensuite faire appel aux partenaires qui, je sais, ne vont pas hésiter à venir. Voilà. Alors souvent quand de tels cas apparaissent, donc que ce soit ici au Mali ou bien en Guinée, en Afrique de façon générale, on oublie souvent la qualification du personnel dans ces pays concernés lors du virus Ebola. Nous avons beaucoup entendu parler donc de l'équipe du professeur Samba Ousmane Sow. Alors aujourd'hui, comment faut-il valoriser ce personnel local, Awa? En maintenant la cadence, il faut déjà qu'ils forment, que l'équipe du centre opérationnel des urgences contre Ebola soit renforcée, non seulement renforcée, mais que cette équipe qui est là, en fait, forme tout l'ensemble du territoire national, aille dans les CSCOM, dans les hôpitaux, partout, pour former un peu les agents, tous les agents de l'ensemble du... C'est vrai que ce n'est pas un travail facile, voilà, mais il faut le faire, il faut maintenir la cadence, parce que ça peut revenir à tout moment. Alors, la formation du personnel local, Maman? Moi, je pense que l'existence du Centre national de lutte contre la maladie, dont Samba Sow est le directeur, c'est un centre de référence qui, en réalité, est valorisé. Je pense qu'il y a une volonté politique derrière tout ça. Et on n'accorde pas beaucoup d'importance à ceux qui peuvent aider dans le domaine de la santé. On met l'accent beaucoup sur ce qu'on voit en pratique, mais il y a un travail que le centre
lutte contre la maladie fait. Je me rappelle du temps de Oumar Ibrahim Touré. Et pendant un long moment, le centre nous a fait visiter des choses, des choses. Aujourd'hui, il faut perpétuer tout ce que le centre est en train de faire en bien. Je pense que ça pourrait être un déclic pour parer, et notamment contre la lutte contre la poliomyélite et autres maladies qu'on connaît. Alors, David, par rapport à cette question du personnel local. Oui, ça remet la question des ressources humaines sur la table. Je pense que la formation des ressources humaines n'a pas, à ce que je sache, n'a jamais été une priorité absolue pour nos États. Or, c'est par là. Je parle des ressources humaines locales. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire dans ce sens-là, vu que des équipes ont démontré, ont montré toutes leurs preuves sur des questions très pointues. Vous avez cité le cas de Samassou. Je pense que il y a lieu de valoriser, encore une fois, en créant des structures et en mettant en place des dispositifs solides pour ce faire. Parce que, je le redis, les luttes que nous menons doivent absolument nous imprégner les premiers avant l'arrivée de l'aide extérieure. Donc je pense qu'il y a toujours ce travail de formation qu'il faut maintenir à tous les niveaux. Alors, Awa, peut-être un mot à l'endroit donc des mères, vu qu'elles sont les premières concernées par rapport à la vaccination des enfants. Oui, je pense que toutes les mères doivent être régulières et rigoureuses par rapport à ces vaccinations. Et parfois, on remarque dans certaines familles, quand l'équipe de vaccination vient, il y a certains qui sont réticents, ou il y en a même qui les chassent. Et je pense que ces attitudes doivent cesser. À chaque fois qu'il y a une vaccination qui vient, une équipe qui vient pour vacciner, il faut accepter de vacciner les enfants parce que c'est extrêmement important, c'est pour la santé. Alors aujourd'hui, alors David veut peut-être ajouter quelque chose. Oui, juste pour compléter, parce que souvent le problème est que ces ménages n'ont pas les informations qu'il faut. L'État communique à peine sur ces mesures-là. Je pense que quand il y a campagne, la moindre des choses, c'est de multiplier les canaux pour que les populations à tous les niveaux perçoivent le message. Et très souvent, ce n'est pas le cas. On se limite certainement à des spots publics, spots télé, la radio. Il y a des populations qui n'ont pas de télé. Donc je pense qu'il faut intéresser tout le monde dans ces communications-là pour qu'on puisse accueillir ces équipes de vaccination. D'accord. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Ainsi s'achève cette émission, le Forum de la presse, qui avait 3 thèmes donc, au menu: la situation d'Anefis, la situation sécuritaire et cette question de santé, polio, un cas qui a été donc contracté par un bébé de 19 mois en Guinée et dont l'État est donc traité ici au Mali. Alors nous étions avec 3 invités: Awa Simega, Madame Togola Awa Simega de Kunafoni.com, Maman Sissé du groupe Renouveau et David donc Dambélé, si je ne m'abuse, David Dambélé de La Dépêche du Mali. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Diouara était à la technique, Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission, Gagny Kanté à la régie vidéo. Nous vous disons bon week-end et à lundi pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.